Alors Eric, on va commencer d'abord, est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Éric Bellion, j'ai 48 ans, marié, un enfant et j'habite dans le Finistère. D'accord. Alors, comment tu as découvert la voile? J'ai découvert la voile dans les livres parce que j'ai grandi en région parisienne, donc très loin des bateaux. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais passionné de littérature maritime. Et puis vers mes 15-16 ans, j'ai décidé d'aller voir. Donc tu sais, au moment où les vacances en famille, c'est juste plus possible quand tu es ado. Et donc je suis parti dans les familles de mes copains qui avaient des bateaux et j'ai commencé à naviguer, j'ai adoré ça. Et puis après mes études, je suis parti faire un tour du monde à la voile pendant 3 ans, avec 45 jeunes adultes handicapés. Donc ça m'a ouvert l'esprit sur mon envie de navigation et mon envie aussi de démontrer en quoi la diversité humaine, la différence, peut être une source de performance. Donc après ça, on a été le premier équipage mixte handi-valide à détenir un record à la voile. Puis après, j'ai créé un équipage d'hommes et de femmes, tous différents, recrutés pour cette différence. Et on a été performants sur des grandes courses à la voile. Puis après, j'ai fait le Vendée Globe pour raconter tout ça, raconter que j'avais une formule magique pour créer de la performance avec la différence, qui était quelque chose de très puissant parce que tout le monde dit que la diversité est une richesse, mais personne ne le fait. Et voilà, et puis j'ai pris goût au Vendée Globe en me jurant de plus jamais y retourner parce que c'était trop fort, trop intense, trop de sacrifices, trop. Et puis me revoilà à nouveau. Et là, cette rencontre avec le Vendée Globe, elle se fait dans les livres aussi ou comment ça arrive dans ton univers, le Vendée Globe? Ouais, par les livres, complètement, les livres des premiers Vendée Globistes, donc 89, Titouan, Loïc Perron, les films, le premier film de Jean-François Coste sur le premier Vendée Globe, le sauvetage de Poupon par Loïc Perron. Enfin voilà, c'est sûr que pour moi, le Vendée Globe, c'était, et je pense que c'est toujours, ce que l'homme a créé de plus dingue, de plus beau. Et c'est pour des surhommes et des surfemmes, donc je pensais que c'était pas du tout pour moi. Et puis la vie a fait que j'y suis allé, et puis j'ai découvert que en fait, tout le monde peut aller faire le Vendée Globe, mais il y a quand même une condition de taille, c'est qu'il faut une envie farouche, quoi. Farouche. Et des compétences quand même. Bah, les compétences, tu les développes en ayant cette envie farouche. Parce que moi, quand j'ai fait mon premier Vendée Globe, j'avais jamais fait de solitaire de ma vie. C'était ma troisième sortie en solitaire. Alors je m'étais très bien préparé, je m'étais très bien entouré. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai développé ces compétences. Mais je ne pense pas que les compétences, ça soit vraiment le premier prérequis. La première chose, c'est d'avoir une volonté à déplacer les océans, sinon il n'y a rien qui se passe. Et alors, qu'est-ce qu'on va chercher quand on part faire le Vendée Globe? A fortiori, quand on y retourne et qu'on avait bien juré de ne pas y retourner. Bah, moi, ce que je suis allé chercher, j'avais cette idée un peu bizarre que pour devenir un homme, il fallait que j'aille en mer. Parce que j'avais dû entendre ça dans ma famille ou quelque part. Et donc déjà, aller en mer, c'était pour moi s'accomplir en tant qu'homme avec un grand H, quoi. Et, euh, et puis, quand tu navigues, tu vois que le truc le plus dingue, le plus fou, le plus incroyable, c'est le Vendée Globe. Il n'y a rien au-dessus du Vendée Globe. Il y a rien de plus fort que le Vendée Globe. Donc, pour moi, la première édition, c'était vraiment un combat avec ma peur pour devenir un homme. Je suis parti vraiment comme ça. Alors, évidemment, le combat était idiot, puisqu'on ne bat jamais sa peur. La seule chose qu'on peut faire, c'est l'apprivoiser. Et donc, j'ai réussi à apprivoiser ma peur. Et donc, maintenant, le retour sur le Vendée Globe, c'est plus du tout ce rapport-là. La peur est toujours présente, mais c'est plutôt une amie. Et c'était construire le bateau. Pour moi, il y a deux grâles dans la vie de marin. Il y a finir un Vendée Globe et construire son bateau pour aller faire le Vendée Globe. Et donc, maintenant, je retourne sur le Vendée Globe. Je vais découvrir un peu plus mes ressources que j'avais découvert sur le Vendée Globe premier, puis sur le bateau que j'ai construit. Donc, je vais vivre un deuxième Graal. Alors, la construction, elle arrive très tôt dans ton envie avec tes copains de l'EM Lyon. Vous reprenez une épave. Donc, la mise au point, la construction du bateau, ça a toujours fait partie de ton rapport à la mer. Mais tu as choisi de t'associer à une figure, une légende, qui se trouve aussi être un peu dans ta famille. Mais raconte-nous un peu ça. Comment tu as teinté cette nouvelle aventure de nouveauté
en t'appuyant sur Jean Le Cam? Bah, moi, je ne voulais pas refaire le Vendée Globe pour faire le Vendée Globe. Je voulais vraiment que ça soit une nouvelle aventure. Donc quelque chose de radicalement différent. Parce que moi, je pousse les gens à faire des choses différentes avec des gens différents. Donc il fallait vraiment que ça soit différent. Et donc, moi, j'avais commencé, on avait travaillé avec Marie Latenzio là-dessus, sur créer la première équipe du Vendée Globe. On voulait faire rassembler 4 marins, 4 bateaux, et montrer que c'est toujours le collectif qui gagne, même dans la plus grande course en solitaire. Donc on voulait s'entraîner ensemble, partager absolument tout, les entraînements, les avaries, les développements, et puis après devenir des compétiteurs sur le Vendée Globe. Et donc on est parti sur cette idée. Jean Le Cam revenait de son Vendée Globe, avec lui une envie de simplicité. Il a bien dit qu'il trouvait qu'on pouvait être hyper compétitif sur le Vendée Globe avec des bateaux sans foil. Donc lui, il revenait avec toujours cette volonté de sobriété qui est sa marque de fabrique depuis très longtemps. Et écoute, en déjeunant avec lui, on s'est dit, mais ce qui serait absolument génial, ça serait de créer un IMOCA le plus simple possible, complètement mutualisé, pour nous permettre de gagner du temps et puis même pour que ça puisse exister, quoi. Donc voilà, ça s'est fait assez naturellement avec Jean. Moi, j'aurais jamais eu mon IMOCA sur le Vendée Globe si Jean n'avait pas été là, parce que lui, c'est un technicien hors pair et aussi il amène une certaine crédibilité au projet. Et puis sans moi, Jean n'aurait pas eu son bateau, parce que c'est mes partenaires qui ont permis de lancer l'aventure, donc l'outillage, la création du bateau. Donc on y est vraiment allé dans cette construction de bateau parce que c'est quelque chose d'absolument décalé par rapport aux autres bateaux. Tous les autres bateaux sont des bateaux à foil très techniques. Et nous, c'est des bateaux à dérive droite, des SCO, absolument identiques, absolument légers, absolument sobres. Et moi, j'adore ce qui est décalé. Jean aussi. Donc c'est parfait. Et où on en est là, à quelques semaines dans la mise au point, le développement, la fiabilisation? On sait que les 2 premières années, a fortiori pour toi, avec le premier, ça a été un long chemin. Il a fallu trouver de l'argent, renforcer la coque. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter, voilà, est-ce que vous êtes dans votre tableau de marche là où vous espériez être à la veille de ce nouveau Vendée? Oui, alors on n'est jamais à l'endroit où on aimerait être, parce que on aimerait toujours que ça aille plus vite. Et puis moi, comme tu l'as dit, moi j'ai eu une avarie sur la Transat Jacques Vabre 2023, donc j'ai pas pu faire mes 2 transats l'année dernière. Heureusement, j'ai pu faire 2 transats cette année. Et ce qui est génial, tu vois, c'est que notre mutualisation marche à plein, puisque Jean a fait les 2 transats en 2023, mais il les a pas fait en 2024. Et on a mis en commun notre job list. Donc en fait, c'est comme si les 2 bateaux avaient fait les 2 transats. Et aujourd'hui, le bateau de Jean est prêt, le mien aussi est prêt. Ils sont fiabilisés, les plateformes sont hyper saines. Après, c'est sûr, moi j'aurais aimé avoir une année de plus pour le découvrir. Donc je vais encore continuer à le découvrir pendant le Vendée Globe. Donc c'est sûr que, un peu comme le Vendée Globe 2016, la vitesse, elle va faire ça, quoi. Et le rapport au bateau, justement, comment ça se construit? Il y a un truc un peu… ouais, mais ce que j'allais dire irréel, mais voilà, comment avec une nouvelle machine en carbone, tu crées une relation de confiance pour lui confier ta vie, quoi. Alors c'est une super question, parce que moi je fais partie des marins qui prêtent vie à leur bateau. Donc pour moi, le bateau est un être vivant, parce qu'il émet des vibrations, il tape dans les vagues, et puis surtout il y a des milliers d'heures d'êtres humains qui ont travaillé sur le bateau. Donc je pense souvent aux musiciens qui ont leur instrument de musique et le personnifient aussi. Et donc moi j'ai eu beaucoup de bateaux d'occasion. Donc, et c'est marrant parce que c'est un peu mon côté sauveur, le syndrome du sauveur. J'ai toujours cherché, où j'ai toujours eu des bateaux qui n'avaient pas vraiment navigué, qui avaient une revanche à prendre. Mon bateau, c'était l'ex-DCNS, il n'avait jamais franchi l'équateur. Quand je suis allé le voir à Lorient, il m'a dit « Je te choisis toi, petit bonhomme, pour m'emmener sur le Vendée Globe ». Donc je savais que mon bateau allait m'emmener. Et là, le fait d'avoir un bateau neuf, c'est moi le maillon fort. Moi, je connais la route, et donc je montre à mon bateau où on va. Et ça, c'est complètement différent. Et
Et pour moi aussi, c'est une aventure assez extraordinaire de créer ce lien. Un peu, je te parlais de ma fille tout à l'heure, c'est un peu mon enfant. Donc je suis en train de lui raconter des choses, lui faire passer des choses. Et c'est marrant parce que c'est le vent et la mer qui donnent vie à un bateau. Et déjà, quand tu ouvres les portes d'un chantier, le bateau est neuf, mais on a beaucoup de plastique, tu vois, qui protège la coque des bateaux. Ça commence à frémir quand le vent arrive. Tu sais que le bateau prend vie, c'est très très mystique. Et puis après, tu mets les premières voiles, le bateau il commence à s'ébrouer. Et puis après, la première navigation et la vie arrive dans le bateau comme ça. Et maintenant, c'est plus une machine, c'est un être vivant. Ouais. D'ailleurs, tu lui as donné un nom. Ouais. Le bateau, son petit nom, c'est All-in. Et All-in, ça veut dire, c'est le tapis hein, des gens qui jouent au poker. C'est parce que moi, déjà, j'ai mis toutes mes économies dedans. Et surtout, tous ceux qui ont été dans cette aventure, Raphaël Palti, le patron d'Altavia, qui a cru à cette aventure-là, lui aussi, il a dit, allez, tapis, on y va. Et donc, puis all-in, il y a un petit côté holy, un petit côté saint. Et alors, pour la petite histoire, c'est un esprit féminin. Alors que Roi, en 2015, était vraiment un esprit masculin. Éric, on parlait du bateau, maintenant parlons de toi, le marin Éric Bellion, qui a un parcours, on l'a dit, en équipage très long, et puis il y a cette découverte en 2016 du solitaire. Comment tu te situes là maintenant, à la veille de ce Vendée Globe, toi sportivement, dans tes compétences, dans ta manière d'appréhender les réglages de ton bateau, la stratégie j'entends. Voilà, comment tu juges le sportif Éric Bellion à la veille de cette course? Écoute, je suis beaucoup plus près qu'avant. Le Éric d'aujourd'hui, il regarde le Éric de 2016 et je me dis, mais je ne savais pas faire du bateau à l'époque, quoi. Je savais tellement rien. C'est vrai que je venais du monde de l'aventure. Alors, on faisait beaucoup de régates, donc j'apprenais l'esprit régatier, mais j'étais vraiment au début. Et puis là, maintenant, je suis passé par le pôle Finistère course au large, là, que j'ai intégré. Donc là, j'ai fait un bond en compétences sur tous les aspects, stratégie, météo, conduite du bateau, qui n'ont plus rien à voir, quoi. Et donc je me sens mais 100 fois plus serein qu'en 2016. Je vois, je perçois quelle va être la tâche sur ce Vendée Globe, alors qu'avant, je n'avais aucune idée. Et évidemment, je suis loin de grands professionnels qui font de la voile depuis qu'ils sont nés. Maintenant, je suis bien meilleur qu'avant. Et je sais que pendant le Vendée Globe, je serai encore meilleur. Donc voilà. Quels sont les aspects justement dans la gestion humaine? On se souvient que sur 2016, tu avais eu 1 mois et demi de flip, de trou noir, on va dire, avant qu'il y ait un déclic qui fait que derrière tu traverses la flotte et c'est une super édition pour toi finalement. Mais qu'est-ce que tu tires comme leçon de cette expérience? Et puis avec toutes les naves que tu as fait depuis, toutes les galères que tu as rencontrées aussi en mer depuis, comment humainement, quel secteur tu vas essayer de travailler où tu dis là vraiment j'ai vraiment progressé, je sais qu'il ne faut plus faire ça, sur la gestion du sommeil, sur la nourriture, sur la communication, sur l'influence des autres? Il y a beaucoup de sujets dans ta question. Écoute, déjà, je sais dormir. En 2016, je ne savais pas dormir. C'était ma 3e sortie en solitaire de ma vie. Donc les 40 premiers jours, ce que tu dis, je dormais quand mon corps ne tenait plus debout. Donc je me réveillais face contre terre. Et donc tout ça entraînait aussi de la peur, parce que quand tu vas manœuvrer ton spinnaker qui fait 400 mètres carrés avec les genoux qui tremblent, ça ne va pas, quoi. Donc là, le Vendée Globe 2016 m'a permis de gérer l'histoire du sommeil. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui dort très bien en mer. J'ai aucun souci de sommeil et de récupération. Je me connais aussi bien mieux et je suis beaucoup moins dur aussi avec moi. Et je suis passé par aussi la location d'Uber, du bateau de Jean Le Cam. Donc même si avec Jean, on a des liens familiaux via Marie, Jean n'est pas quelqu'un de très famille et moi non plus. Donc on ne s'était pas beaucoup croisés. Mais le fait d'avoir ce projet-là, j'ai pu
percevoir aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup chez lui, c'est que pour aller vite, il faut aller lentement. Et savoir bien faire les choses une fois, parce que c'est une course par élimination, le Vendée Globe. Donc se connaître, faire les choses bien, c'est ça ce qui permet d'avoir un rythme très élevé. Et ça, j'ai ça en moi. Après, les endroits où je dois plus travailler, bah, tu as l'attaque sur du long terme, tu as d'autres marins qui sont des teignes. Ils viennent du Figaro où chaque mètre est acquis de haute lutte. Et ça, ils viennent avec ça. Moi, c'est ce que je suis venu chercher aussi avec le pôle Finistère. J'ai navigué pendant 1 an aussi avec Martin Le Pape, qui est un enragé total. Donc je voulais m'approcher de ça, pas pour devenir comme eux, c'est pas mon sujet, mais pour élever mon jeu. Et je vois aujourd'hui, pour se battre avec les meilleurs, le niveau de jeu qu'il faut avoir. Donc voilà, ça va être travailler là-dedans, dans cette durée, parce que j'élève mon rythme, quoi. Sur la gestion des émotions, c'est un ascenseur émotionnel, le Vendée Globe, et on est en permanence comme ça. Et on voit bien que c'est effectivement une des clés pour la perf sur le long terme. Comment tu envisages ça? Qu'est-ce que tu as travaillé en amont avec un préparateur, en sophro, je ne sais pas. Quelles sont toi ton approche de cette linéarité qu'il faudrait avoir? Alors moi je ne suis pas d'accord, il ne faut pas de linéarité, sinon ça ne sert à rien de faire le Vendée. Si tu vas pour être un animal à sang-froid faire le Vendée Globe, peut-être que c'est bon pour la perf, mais en tant qu'homme, être humain, je pense que c'est un gâchis monumental. Parce que si tu ne profites pas de ce moment exceptionnel de solitude, exceptionnel d'éloignement exceptionnel pour te découvrir et jouir du panel d'émotions que cette expérience te procure, je pense que tu as foiré ton Vendée Globe. C'est mon avis, c'est que le mien. Moi, déjà sur le Vendée 2016, j'avais travaillé avec un coach mental. Et là, je travaille toujours avec un autre coach mental pour justement élever mon game, quoi. La première fois en 2016, c'était plus pour ne pas me faire de mal, être là pour de bonnes raisons, pas vouloir plaire à mon père ou des choses comme ça, tu vois, et y être vraiment pour une raison personnelle forte. Et me sentir légitime dans la cour des grands et être aussi à ma place. Ça m'avait permis de mettre dans le bateau un Superman qui ne me quitte plus aujourd'hui, qui à chaque fois que je suis en dehors de ma ligue à prendre trop de risques, je le tape en disant « Eric, t'es pas Superman, t'es pas Superman ». Là, je travaille justement pour libérer le fait que oui, je suis un compétiteur, oui, je peux faire des choses extraordinaires, que j'ai ça en moi, et il faut juste que je me libère. Donc je travaille là-dessus et ça va de mieux en mieux. J'arrive avec une énorme niaque, quoi. Mais paradoxalement, moi je trouve que tu es un de ceux qui te livre le plus et qui raconte justement le plus ton plaisir d'être en mer. Je sais pas, j'ai en tête des images sur les dernières transats, voilà, où tu le dis clairement, ce que ne disent pas forcément les autres sur la joie d'être là, d'avoir porté ce projet et de goûter ce moment, que ce soit un lever de soleil, un albatros, un surf. Voilà. Et je trouve que tu es déjà un de ceux qui extériorise le plus. Parce que je suis un privilégié, tu vois. J'ai hautement conscience d'être un grand privilégié, de pouvoir faire ça, de naviguer sur des bateaux extraordinaires, de faire ce tour du monde. Donc moi, je pense qu'en tant que sportif, on a un devoir d'exemplarité. Et je pense qu'il faut qu'on raconte ce qu'on vit. Et comme moi, je déteste la communication, la communication, c'est horrible. Tu vois, c'est pas digérable le fait de dire combien on est fort, combien ça va bien. Tu vois, t'entends des histoires. Oh, hier, j'ai mis le spi à l'eau, c'était compliqué, mais ça va, en avant. Ça, pour moi, c'est inaudible. Parce que si tu veux montrer quelque chose vraiment qui va embarquer les gens et aussi les pousser à faire autre chose, tu dois être absolument sincère. Donc tu dois raconter les galères. C'est pour ça que j'ai fait un film sur le dernier Vendée Globe où je raconte à un moment, je suis au fond du trou. Et ce qui est intéressant, c'est comment on s'élève du fond du trou jusqu'à la surface et même au ciel où comme tu dis, j'ai transpercé la flotte après. Donc pour moi, c'est sur un même pied d'égalité
la performance et le fait de raconter le plus sincèrement et le plus honnêtement possible ce que je vis. Et je l'ai toujours fait, mais ça, c'est mon côté. Ça fait plus de 20 ans que je monte des aventures maritimes pour inspirer les autres par l'exemple. Donc, je continue, quoi. On parle de la flotte un peu. Racontons, moi j'ai envie que tu nous racontes cette deuxième régate qui va avoir lieu et que tu nous dresses un peu un tableau de cette concurrence qui va être très sympa avec des personnages aussi hyper intéressants. Alors, moi je n'ai pas fait un bateau neuf pour aller me battre avec les bateaux à dérive droite. Si c'est ça ta question. C'est pas mon sujet. Pour moi, il n'y a pas de deux Vendée Globe. Il y en a un seul. Et quand tu regardes le dernier Vendée Globe, dans les 10 premiers, il y avait quand même pas mal de bateaux à dérive droite. Donc aujourd'hui, les foilers n'ont pas fait leur démonstration sur le Vendée Globe. Sur les transats, évidemment, mais sur un Vendée Globe, là, 80 jours, je pense que tous les bateaux ont les possibilités. Nous, on a fait un bateau qui, je pense, a toutes ses chances pour faire les premiers rôles sur le Vendée. Je suis un peu le seul, et avec Jean, dans nos convictions, mais si tu regardes les faits sont pour nous. Donc on va voir, hein. C'est sûr que par moment, tu sais, c'est la fable du lièvre et de la tortue. Ah ben, le lièvre, il va partir très très vite. Après, on va voir ce que c'est, hein. Le Vendée Globe, c'est une question de vitesse moyenne et de fiabilité. Et ça, il y a 2 individus, il y a le bateau et le skipper qui font ça. Donc je pense qu'on a fait un bateau très marin pour des marins, des bateaux où on ne part pas la peur au ventre, là le 10 novembre. Moi je vais partir avec un énorme sourire. Je pense que certains vont partir avec la trouille, que les foilers ça peut être compliqué. Et un bateau qui est là vraiment pour finir. Et je pense que si on va vraiment dans tout le plan qui a été fait, je pense qu'on peut vraiment être dans les premiers rôles. Ouais. Moi, je pars avec cette conviction-là. Et c'est un truc qui te nourrit j'allais dire rage, mais c'est pas rage le terme, mais ta motivation de prouver ça aussi que… Bien sûr. Bien sûr, j'y vais. Attends, j'ai pas fait un bateau à 5 millions d'euros j'aurais pu acheter Uber, tu vois. Donc, non. Moi, c'est sûr que j'ai envie de démontrer que notre vision était la bonne. J'ai envie de démontrer que notre bateau est le bateau du futur. Pour moi, le futur, il rime avec sobriété et mutualisation. Je suis persuadé que notre bateau, c'est le bateau du futur. Et si dans la démonstration, il peut faire une performance élevée, ben là, on montrera que la performance peut être respectueuse de la nature, peut être respectueuse de l'être humain, et qu'on n'a rien à rogner pour ça. Donc ouais, j'ai un objectif qui me donne peut-être pas la hargne, mais la patate à mort. Ouais. Alors le Vendée Globe, c'est donc on l'a dit une course parfois de lenteur, mais c'est aussi une course par élimination. Et pour pallier ces difficultés que vous rencontrez, c'est en permanence être capable de trouver des solutions avec ce qu'on a à bord, bricoler, passer par des états émotionnels très forts parce qu'on a une casse, et puis le lendemain, après 24 heures de boulot, on a réussi à réparer, à trouver. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect vraiment pilote et mécanicien, sportif et Géotrouve tout? C'est pour ça que le Vendée Globe est une course géniale. C'est que c'est l'extrême. C'est à la fois, il faut être un très bon marin, il faut être un bon bricoleur, il faut être un bon stratège, il faut se connaître, il faut savoir pourquoi on est là, il faut avoir un instinct de marin. Donc ça ne sert à rien d'être un excellent régatier si tu n'es pas un bon marin. Et puis pour faire de la performance, ça ne sert à rien juste d'être un bon marin. Donc c'est d'une complexité extrême et c'est pour ça qu'on est là. Je pense que les 40, on est là parce que c'est le truc le plus difficile qu'il y a sur le chemin et que c'est difficile qu'est le chemin pour nous. Mais ça veut dire que, pardon je te coupe, mais ça veut dire que ce n'est pas seulement le meilleur sprinter au sens sportif du terme qui va gagner, c'est aussi le meilleur bricoleur. Bah ouais, bien sûr. De toute façon, le Vendée Globe, c'est une course par élimination. Si tu n'as pas compris ça, tu n'as rien compris. Ça ne sert à rien d'y aller. C'est une course par élimination. Donc, si tu vas au bout, déjà, tu es bien placé pour faire un résultat. Bon, les bateaux sont de plus en plus fiables, mais bon, il y en a quand même beaucoup qui restent sur le carreau. Donc, en fait, c'est marrant parce que c'est une discussion que j'avais eue avec François Gabard
Je l'avais invité à déjeuner juste avant mon premier Vendée. Il m'avait dit ça, c'est une course par élimination. Donc en fait, dans ta tête, tu dois accueillir le problème comme l'aventure. Et tu as dit, c'est un problème, ou 2 ou 3 problèmes par jour. Et si tu l'accueilles en disant « Oh non, pourquoi moi, c'est toujours sur moi que ça tombe », bah, t'es foutu. Alors que si tu le prends comme une part de l'aventure, bah, c'est ça. Et donc moi, je me prépare comme ça depuis le début, mentalement comme ça. C'est que moi, je travaille avec une équipe qui est super forte. Ils sont tous super forts dans leur domaine. Moi, je suis fort nulle part, mais je sais à peu près toucher à tout. Et j'ai bonheur à toucher à tout. Quand je peux enfin être dans le chantier, en train de faire un peu de strat avec Thibaut, ou alors faire des ficelles avec Maël, moi, je suis hyper heureux, quoi. Donc, je suis heureux de faire ça. Parlons de ce parcours. Maintenant, tu le connais. Tu le connaissais déjà avant, évidemment, avec ces tours du monde que tu avais fait. Mais raconte-nous, portion par portion, globalement, les grandes lignes. Atlantique Nord, Atlantique Sud, l'Indien, le Pacifique, la remontée. Quelles sont les grandes tendances, les moments clés, les moments importants, là où il faut être bon, là où il faut peut-être se ménager pour jouer après. Les moments aussi où on pense que c'est un cap important, et puis en fait on se rend compte qu'il y a encore un tiers du parcours derrière. Enfin voilà, tout ça, tout ce qui est vraiment lié au parcours. Ouais, alors moi, je ne vais pas te dire ce que tout le monde va te dire, mais déjà le départ est important parce que tu n'as pas envie que tous tes efforts s'arrêtent sur le départ. Donc, puis moi, tu vois, comme je n'ai pas fait énormément de départs dans ma vie, c'est un moment qui va être assez crucial. Il ne faut pas casser là. Il faut au moins que l'aventure ait quelques jours au moins. Et je pars, donc moi je vais partir à fond les ballons, une fois que la ligne est franchie. Hein. Et dans ma tête, j'ai la latitude de Lisbonne. Parce que je sais que c'est à partir du sud de Lisbonne où là je suis safe des grosses dépressions hivernales. Donc déjà, quand tu as dépassé Lisbonne, c'est bon, tu vas rentrer dans les alizés et tu n'as plus qu'à attendre les alizés du sud-ouest et après les mers du sud. Évidemment, tu as l'équateur qui est un moment tactique important. Tu as cette coupure qui est très intéressante dans les alizés du sud-ouest. Donc quand tu as passé l'équateur, tu arrives vers le Brésil, vers le sud du Brésil. Et là, tu as une transition qui se passe en quelques heures, où tu es en slip. Et en quelques heures, tu es en ciré polaire. Et là, tu rentres dans les mers du Sud. Premier albatros. Et là, on va tous se dire, mais pourquoi je suis là? Pourquoi je fais ça? Je pourrais être dans mon canapé, avec mes enfants, avec mon chien, ma femme. Et là, ouais, parce que là, tu vois déjà, sur ton écran d'ordinateur, tu vois la prochaine branlée, la prochaine tempête qui arrive, et elle est immense. Et puis après, les mers du Sud, c'est sûr que les mers du Sud, faut cavaler, il ne faut pas avoir de problème. Là, il faut préserver et rester dans ton groupe et essayer d'accélérer, mais préserver le matériel parce qu'il faut ressortir indemne au Cap Horn. Et là, c'est génial toute cette partie-là parce que c'est la vraie communion avec l'océan. C'est là, on est tous là pour cette partie-là. Ça dure un mois, un peu moins d'un mois, où le bateau fait des moyennes extraordinaires, des surfs extraordinaires. C'est comme si tu es en moto à fond de ta poignée dans le rupteur. Et ça, c'est hyper jouissif à tel point que quand ça s'arrête au Cap Horn, tu fais une dépression postpartum parce que tu t'écroules en disant il n'y a plus de vitesse, il n'y a plus rien. Et c'est assez terrible. Et toute la remontée, c'est un endroit, c'est un moment qui est assez technique parce que tu es allé au sommet de l'Himalaya. Il faut redescendre. Et tous les alpinistes diront que le plus dangereux, ce n'est pas l'ascension, c'est la descente. Et la descente, pour nous, c'est... le bateau a déjà quasiment un tour du monde dans la vue, donc tout tremble, il ne fait plus le même bruit. Le bateau, voilà, tu sais qu'il a souffert, tu sais qu'il y a du jeu, un peu dans tout, même si tu as essayé de serrer tous les boulons, il y a du jeu. Et puis toi, t'es vraiment fatigué, quoi. Tu es vraiment fatigué. Et il faut tenir tout le long. Et c'est dur de grappiller sur les petits copains, parce que c'est souvent au près ou à des allures serrées. Et moi, je sais qu'avec mon bateau, ça va très bien le faire, cette dernière portion de circuit. Donc j'ai hâte d'être dans cette dernière portion de circuit avec un bateau à 100%, ça va être mon objectif. Et puis après l'arrivée, tu retournes dans les dépressions hivernales, donc tu te reprends une grosse branlée.
la dernière branlée du Vendée Globe. Et puis l'arrivée qui est à la fois une délivrance, un bonheur de voir tes êtres chers, mais aussi un arrachement total parce que toute l'harmonie qui est créée avec le bateau et l'océan disparaît en un clin d'œil. Voilà, c'est à peu près comme ça que je vois la course. Un mot sur ce moment du Sud, vous êtes loin de tout et où tes adversaires deviennent tes alliés potentiels. Et ce rapport-là entre compétiteurs et aussi sauveteurs potentiels. Bah, déjà, ce rapport-là, tu l'as avant les mers du Sud parce que tu es déjà dans un groupe et tu sais que tu dois cavaler pour rester avec ce groupe-là parce que tu n'as aucune envie, mais aucune envie de faire les mers du Sud tout seul. Donc tu as besoin, tu as un sentiment, vraiment un instinct de préservation, de cavaler pour rester avec ton groupe. Et après, de toute façon, ça se passe dans les mers du Sud, mais ça se passe avant aussi. C'est vrai que dans les mers du Sud, on se livre énormément, on se sent tellement vulnérable. L'océan, il ne veut pas de nous. Hein. Le bateau, dès que tu le mets à l'eau, il ne fait qu'une seule chose, c'est se détruire. Donc en fait, si l'océan décide que tu n'as pas le passage, tu n'as pas le passage. Donc c'est sûr qu'on est hyper prévenant des autres, on se renseigne, on sait si quelqu'un ne va pas bien dans sa tête, on met des petits messages. On devient vraiment, moi, ce que j'appelle des frères du Sud, quoi. Et moi, j'aimerais bien qu'on continue ce rapport-là. C'est dommage que ça s'arrête après. Quand on est à terre, on redevient tous avec nos visages et nos façons de faire terrestres. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus proches. On est vraiment des frères dans les mers du Sud. Moi, j'ai des échanges extraordinaires de mon Vendée 2016-2017 avec ceux qui étaient autour de moi, avec Rich, Alan. Et nous, on s'appelle toujours d'ailleurs les frères du Sud quand on se parle. Et c'est vrai qu'on aimerait bien que ça continue après. C'est une petite frustration que j'ai d'ailleurs, que ça ne continue pas ce rapport-là. Éric, tu nous décrivais ce parcours. Parle-nous aussi un peu de ce que, pareil, les gens n'imaginent pas forcément, mais c'est aussi la monotonie. Parce qu'on parle toujours de choses exaltantes, voilà, mais il y a aussi des journées où il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'on est sur un bord direct. Et voilà, comment on gère ça? Qu'est-ce que toi tu as prévu? Est-ce que tu vas emmener des bouquins? Est-ce que tu vas... Voilà. Alors, une journée sur le Vendée Globe, c'est comme le sable dans la main. Tu as du sable, tout d'un coup, il n'y a plus de sable. Tu as l'impression que les journées passent à une allure, mais complètement folle. Le soleil se lève, il se couche, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Et même quand il n'y a pas de bricolage, où tu es sur un même bord, tu as énormément de boulot, quoi. Et sachant que l'un des principaux boulots, c'est de dormir. D'essayer de récupérer. Et quand tu peux récupérer, tu n'as pas à culpabiliser d'aller dormir beaucoup parce que tu sais que demain, tu dormiras beaucoup moins. D'ailleurs, il y a une forte connexion, c'est assez, là aussi, un peu mystique. Moi, j'ai l'impression que mon corps sait à l'avance que demain, ça va être dur. C'est assez drôle. Donc, cette monotonie, déjà, moi, je ne la ressens pas. Je pense qu'il y a aussi, après avoir beaucoup navigué, je pense qu'il y a deux types de gens dans la vie. Il y a ceux qui se sentent enfermés dans un bateau et ceux qui ont plutôt le sentiment de chevaucher un étalon sauvage, quoi. Moi, je fais plutôt partie de cette deuxième catégorie. C'est-à-dire que le bateau, il m'emmène sur des plaines immenses et je chevauche avec lui, quoi. Donc, la monotonie, elle n'existe pas. Les paysages marins, ils sont toujours différents, même quand tu n'as que du gris ou du noir. On a souvent que du gris et du noir, surtout dans les mers du Sud, mais c'est jamais le même gris, c'est jamais le même noir. Donc, et puis, un tout petit détail peut faire complètement changer la journée. Tu vis de la lune qui se lève, puis en plus avec la fatigue, tu imagines des choses. Enfin, donc moi, je ressens absolument pas cette monotonie. En revanche, j'amène beaucoup de livres dans une liseuse parce que j'ai besoin de lire et que le livre est pour moi un moyen de me déconnecter du stress du bateau. Je n'arrive pas à me déconnecter du stress du bateau avec une vidéo. Je me sens beaucoup trop extérieur à mon bateau et j'ai besoin de rester connecté avec lui et la lecture me permet de faire évader mon esprit tout en restant parfaitement conscient de là où je suis. Donc je lis beaucoup. Ouais. Et la gestion du bruit, est-ce que musique par exemple, casque sans bruit, parce que c'est un des aspects de ces nouveaux bateaux. Alors c'est un peu moins sur les dériveurs que sur les foilers, mais voilà, le niveau sonore et même pour le cerveau,
difficile à absorber. Ouais, c'est très dur. Le bruit est dur, les sifflements sont durs. En plus, le bateau, il chante. Donc, moi, j'ai fait une liste hein, de toutes les chansons. Parce que le bateau émet une musique qui est très forte, et c'est très répétitif. Donc, ça peut être des chansons qu'on a entendues, mais qu'on a dans l'air. Moi, par exemple, Il est né le divin enfant, chanson de Noël, qui est à certaines allures, où mon bateau, il fait ça, mais pendant des jours. Donc, au-delà du bruit, mentalement, c'est dur, quoi. Et donc le gérer, moi je vis avec, je mets très peu de casque, parce que ça me gêne, je ne veux pas me déconnecter du bruit. Donc je vais plutôt à l'extérieur, je vais dans le cockpit où il y a moins de bruit. Mais non, je vis avec le bruit, quoi. Je vis avec ça. Dernière question, est-ce que tu peux nous parler de la cause que tu soutiens et qui va se servir du Vendée Globe pour avoir une vitrine extraordinaire? Moi, depuis plus de 20 ans, je m'intéresse à la diversité humaine, à l'inclusion. Pas une inclusion faite sur les bases de la pitié, mais démontrer que c'est en faisant des choses différentes avec des gens différents qu'on crée, qu'on réussit et qu'on est heureux. Et tout ça, moi, j'apporte des exemples parce que donner des exemples, c'est la meilleure façon d'influencer les autres. Et donc, j'ai créé une goélette, enfin, j'ai créé toute l'équipe de Stèle Nasoise. Nous avons une goélette qui s'appelle, c'est la goélette de la deuxième chance, sur laquelle on accueille à bord des jeunes en situation de deuxième chance. On les fait naviguer sur la goélette, ils prennent en main la goélette, ils deviennent un équipage, et leur but, c'est de leur donner après un métier. Soit un métier dans le monde de la mer en général, donc on a des accords avec différentes organisations, et soit venir dans la course au large parce qu'on manque de main-d'œuvre. Et moi, j'ai toujours du mal à imaginer qu'à Quimper, il y a des jeunes qui sont dans les quartiers qui traînent et qui ne savent pas qu'il y a du boulot, et nous, on galère pour trouver des préparateurs. Donc il y a une passerelle qu'il faut ajouter, et nous, on est une toute petite passerelle, mais c'est notre passerelle. Et donc là, sur le Vendée Globe, sur le village, il y aura des tas de jeunes qui vont venir, qui vont débarquer pour voir ce que c'est le Vendée Globe. Peut-être que ça va faire de futurs skippers du Vendée. Et nous, ces futurs skippers du Vendée, qui apporteront toute leur diversité à notre course incroyable, ils commenceront à naviguer sur notre belle goélette. Voilà. Merci beaucoup.